Je suis tombé amoureux d'Adrien le soir où il a chuchoté « Personne ne doit le savoir ». Quand les rumeurs ont explosé, il a sauvé son image en brûlant la mienne. Extrait trafiqué de nos messages, fan obsédé, et j'ai perdu mon job et mes amis. Cette nuit-là, j'ai enregistré une courte vidéo, sans insultes, seulement les faits. Au matin, il n'y avait plus de cachette, me taire ou être moi. J'ai appuyé sur « Publier ». Le silence qui a suivi a été plus fort qu'un stade. Je suis tombé amoureux d'Adrien le soir où il a chuchoté « Personne ne doit le savoir ». Quand les rumeurs ont commencé autour du club, il a sauvé son image en brûlant la mienne. Fragments de messages recollés, fan obsédé, et mes heures au stade se sont évaporées. Cette nuit-là, j'ai enregistré une vidéo brève, sans injures, seulement des faits. Au matin, il ne restait qu'un choix, me taire ou me tenir droit. Je m'appelle Lucas, 21 ans, étudiant à Villeurbanne. Je faisais des extras les soirs de match. J'ai rencontré Adrien dans un couloir de service, entre deux caisses d'eau. Il m'a remercié, a demandé mon prénom, puis il est revenu la semaine suivante, à la même heure, comme si la victoire avait besoin d'un rituel. Les messages sont arrivés bientôt. Pas de photos, pas de tag, supprime après. J'ai accepté parce que j'aimais la chaleur d'un secret que l'on porte à deux. Nous marchions sur les pentes de la Croix-Rousse, tard, loin des terrasses. Il connaissait les angles morts, les ruelles sans caméra, les sorties du stade. Il n'était pas prêt, disait-il, mais il ne retirait pas sa main quand la mienne cherchait la sienne. Après chaque geste, il s'excusait. « Ce n'est pas toi, c'est le reste ». Le « reste » avait une voix, un agent qui parlait contrat, des coéquipiers prompts à la blague, des sponsors pour qui la vie privée n'existe que si elle rassure. À la maison, mon père comptait ses heures et évitait les discussions qui tremblent. À la fac, on me croyait amoureux d'une inconnue parce que je disparaissais les mercredis. J'avais appris le langage des silences. Avec Adrien, ce langage est devenu méthode. Effacer, recommencer, effacer encore. Au parc de la Tête d'Or, près du lac, il m'a serré fort et a dit « Reste ». J'ai demandé « Combien de temps dans l'ombre ?» Jusqu'à ce que je sois prêt. Une pièce a grincé en moi. Au stade, la température a changé. 2 bénévoles se sont tus à mon approche, un kiné a glissé. Tu connais bien certains couloirs. Sur un téléphone, j'ai vu mon prénom filer dans un commentaire. Le soir, j'ai écrit « Quelqu'un parle ». Adrien a répondu « Ne réponds à rien, je gère ». Gérer, c'est devenu serrer la porte, plus de marche, des messages courts. On se voit quand je te dis. J'ai cru à une bourrasque, je me suis trompé. Un dimanche, il m'a donné rendez-vous à Caluire, loin des lumières. Il est arrivé en retard, le regard derrière moi comme si une troisième personne s'était invitée. « On ne peut plus prendre de risques », a-t-il dit. Je lui ai demandé s'il me croyait dangereux. Il n'a pas répondu. La semaine suivante, l'équipe a gagné largement. À l'interview, on a dérivé sur la vie privée. Il a souri. Rien à signaler. Ce soir-là, pas de message. Le 3e jour, j'ai reçu « Désolé, trop de pression ». Je lui ai proposé une pause claire, datée. Il a répondu « Non, reste mais discret ». S'il y a fuite, je nie. Les mots ont frappé plus fort que prévu. J'ai réduit mes messages, gardé mes mains dans mes poches, espérant qu'il verrait mon soin. Au contraire, il m'a tenu à distance. Chaque alerte sur son écran ressemblait à un ordre que je n'avais pas le droit de connaître. Puis il y a eu ce couloir à la mi-temps d'un match. Porte mal fermée, voix basse. S'il y a un truc, tu nies. Tu dis que c'est un étudiant qui s'accroche. Une autre voix. Et s'il parle? La première, il n'a rien. J'ai reculé. Le bruit dans mes oreilles en battait plus vite que les crampons sur le sol. Après le match, Adrien m'a écrit « Demain, même endroit ». J'ai répondu « Demain, on met des mots clairs ». « Ok », a-t-il tapé. Je n'ai pas dormi. J'ai rédigé un texte court dans le métro. Pas un règlement de compte, une mise au point. Consentement, respect, vérité sans nuire. Le lendemain, il m'a dit « Faut de la distance jusqu'à la fin de la saison ». J'ai répondu « La distance ne répare pas un mensonge ». Il a insisté « Personne ne doit le savoir ». J'ai dit « Ce secret me découpe ». Son regard a glissé vers mon téléphone. « Tu n'as rien publié ?»« Pas encore, je parlerai sans te nuire, je parlerai pour moi ». Le soir, mon père a remarqué que je tournais en rond dans la cuisine. Il a demandé si le boulot au stade tenait encore. J'ai répondu « Oui, trop vite ». Il a haussé les épaules, a parlé météo, puis il s'est tu. J'ai presque dit son prénom, puis j'ai avalé le mot. Je n'avais pas peur de décevoir, j'avais peur de le voir fermer la porte sans savoir pourquoi. Les secrets ne disparaissent pas quand on les cache. Ils s'additionnent et finissent par peser plus lourd que ce qu'ils protègent. Je croyais que ces mots ouvriraient une porte. 2 heures plus tard, un compte anonyme a commencé à insinuer. Mon prénom, mon job, des sous-entendus. Le soir, des captures tronquées ont circulé, suffisamment floues pour inventer une histoire et suffisamment précises pour blesser. Adrien n'a rien écrit. J'ai compris qu'il ne restait qu'une issue. Parler avant que d'autres parlent tout pour moi. J'ai posé mon téléphone sur la table, j'ai vérifié chaque phrase et j'ai respiré comme avant un plongeon. Il était temps de choisir ma voix. Je n'ai pas entendu le clic du bouton, je l'ai senti. Publier, puis un vide, comme un couloir avant que la foule ne sorte. Au bout de 10 minutes, un courage. À la 15e, un inconnu doutant de tout.
À la 20e, mon prénom collé sous une photo du stade. Le silence cessait d'être un abri. Il devenait une cible. La vidéo durait moins de 2 minutes. J'y disais mon âge, mon petit boulot et 3 idées simples. On ne se couvre pas derrière l'intimité, la vie privée concerne 2 personnes, le respect ne se négocie pas. Pas de nom, pas de capture, juste ce que c'est qu'aimer dans l'ombre et être le seul à payer quand l'autre refuse de se tenir à hauteur de ses gestes. Je demandais qu'on me laisse tranquille, rien d'autre. Le premier choc a frappé depuis un vestiaire où je n'étais pas. Des images tronquées ont surgi. Date rognées, réponses manquantes, mots déplacés. En dessous, un résumé. Il harcèle un joueur, puis il cherche la lumière. Des avatars familiers ont aimé. J'ai écrit à Adrien, dis-leur d'arrêter. Il a répondu, ignore. Au stade, on m'a retiré mes heures, le temps d'y voir clair. Tomba, regard fuyant, ce n'est pas contre toi, Lucas. À la sortie, 2 coéquipiers ont croisé mon chemin. Un rictus, puis des chaussures qui deviennent soudain captivantes. Mon téléphone vibrait sans pause, j'ai coupé les mentions, les messages privés continuaient, moitié questions, moitié insultes. À la maison, mon père a demandé si la vidéo parlait de moi. J'ai dit oui. Il a lâché un bond qui voulait dire « je n'ai pas les mots » et m'a recommandé de faire attention en rentrant. Le soir, Adrien a appelé, voix basse, prudente, comme si un tiers écoutait. « Tu compliques tout. Je défends ma dignité. » Il a dit qu'il ne pouvait pas lutter contre les rumeurs si je nourrissais la machine. J'ai demandé qui avait monté ces captures. Il s'est tu assez longtemps pour répondre sans mentir « je ne sais pas ». Le lendemain, un compte lié au club a publié « Méfiez-vous des affabulateurs, pas de nom, mais l'ombre m'avait la taille d'un portrait. » Ce ton m'a fait plus mal que les insultes. Il n'attaquait pas ce que je suis, il niait que j'existe. Je ne voulais pas riposter par la rage. J'ai écrit un post clair sur la différence entre parler de soi et accuser, sur le consentement et la pression, sur ces rendez-vous fixés puis annulés, ces mains que l'on retire quand un flash s'allume. J'ai rappelé que je n'avais cité personne. Dans l'après-midi, la fac m'a proposé une pause pour me protéger. J'ai refusé. Travailler et aller en cours me tenait droit. En sortant, un inconnu m'a tendu un café. « Je m'appelle Maël. J'ai un studio près de la place. Tu peux venir si tu veux respirer. » Je n'avais besoin de rien sauf d'air. Je l'ai suivi. Maël n'a proposé ni croisade ni vengeance. Il a proposé un cadre. Explique sans désigner. Parle d'accords clairs, de frontières, de ce qu'on doit à quelqu'un quand on l'a laissé entrer. Et surtout, arrête de répondre aux anonymes. Nous avons écrit un plan simple. Vidéo courte, ton posé, description qui renvoie vers des ressources d'aide, consigne de ne jamais publier de messages privés. Le soir, Adrien a posté « Je refuse le harcèlement et le mensonge ». 3 lignes. Pas de prénom, une cible reconnaissable. Les commentaires m'ont pointé. J'ai tenu, Maël a branché un micro, nous avons enregistré. Je me suis adressé à la caméra comme à une personne, pas à un tribunal. Je ne veux blesser personne, je refuse seulement qu'on me dise que je n'ai pas été là quand j'y étais et qu'on me fasse porter la honte de 2. Nous avons programmé la publication pour le matin. Juste avant de dormir, Adrien a écrit « S'il te plaît, arrête ». J'ai répondu « Reconnais seulement que j'existe ». Rien après. Au réveil, la vidéo a trouvé des yeux. 1000 vues, puis 5000. Des messages d'autres garçons sont arrivés parlant des mêmes couloirs, des mêmes règles du silence. Ce n'était plus seulement mon histoire. À midi, un journaliste local a demandé un entretien. J'ai refusé. À 14h, l'agent d'Adrien a appelé. Sa phrase a claqué « Votre témoignage nuit à des intérêts ». J'ai dit « Je décris mon vécu ». Le soir, Maël m'a envoyé un lien. Une discussion technique démontait certaines captures en montrant des incohérences de métadonnées et d'alignement. Ce n'était pas une preuve légale, mais c'était une preuve morale. À partir de là, j'ai su que la peur pouvait changer de camp. Non pas par le bruit, mais par la précision. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi plus de 3 heures d'affilée. Le lendemain, j'ai reçu un mail du club qui parlait « devoir de réserve » et « charte de conduite ». On m'y rappelait que même les vacataires sont associés à l'image de l'équipe. J'ai répondu que je n'avais cité personne et que je ne voulais nuire à aucun joueur. Pas de retour. Dans la soirée, un sponsor a publié un message neutre sur l'importance de l'exemplarité. Je l'ai lu comme on lit une météo qui annonce la pluie sans prononcer le mot. Mon père m'a demandé si je voulais qu'il vienne à la fac au cas où. J'ai dit non. Sa question m'a suffi. J'ai aussi activé les filtres de commentaires, bloqué une liste de mots, signalé quelques menaces. Maël m'a dit « Tu tiens le cadre, laisse la vérité respirer ». Nous avons raccroché sans promesse, mais avec un point fixe, ne pas céder sur la clarté. Respire. Le mot de Maël a tenu la pièce entière. Je me suis entendu inspirer comme si quelqu'un m'avait rendu un outil oublié. Le micro captait les frottements de ma manche, preuve que mon corps n'était pas d'accord avec mon calme. Nous avons coupé la caméra. « Si tu veux, je monte ce soir », a dit Maël. J'ai accepté, puis je suis retourné en cours pour empêcher mon cerveau de s'enfermer. Le lendemain, la seconde vidéo a étiré la première. Pas de nom, encore.
un cadre plus précis, étapes, limites, consentement. Des associations locales ont relayé. Je les remerciais sans m'attarder parce que chaque merci attirait 10 injonctions. À midi, le club a parlé respect et écoute, assorti d'un rappel au professionnalisme. Mon responsable à la fac m'a offert une salle silencieuse, je l'ai prise pour travailler loin des vibrations. Le soir, un message d'Adrien. On peut se voir sans drame. J'ai dit oui, sous condition, pas de couloir, pas d'ombre. Nous nous sommes retrouvés à la Croix-Rousse. Il a commencé, je n'ai rien publié contre toi. Quelqu'un l'a fait pour toi, ai-je répondu. Il a parlé carrière, sponsor, image. Je lui ai dit que je n'avais pas demandé d'annonce publique, seulement l'arrêt des mensonges. Il a proposé une pause et un futur meilleur. Je n'achète plus des promesses sans date, ai-je dit. Il a conclu, tu ne m'aides pas. J'ai compris qu'il parlait de lui, pas de nous. Le soir, je rejoignais le studio de Maël. On y tournait des capsules d'1 minute. Comment dire non à la relation cachée qui blesse, à qui demander de l'aide, comment documenter sans nuire. Maël nettoyait mes phrases, puis publiait à horaire fixe. Les vues grimpaient, mais c'était surtout les messages privés, moi aussi, qui me portaient. En face, menaces et injures déguisées en conseils. Je signalais, puis je me couchais tard, l'oreille dressée au moindre bruit. Un soir, mon père a frappé. On dirait que tu te bats avec des fantômes. Je lui ai dit que les fantômes avaient des pseudos et parfois des badges. Quelqu'un t'a fait du mal en vrai? Non. Alors continue. Mais dors. Ce n'était pas une bénédiction, juste une autorisation d'avancer. La courbe a changé quand un ancien joueur a écrit « Je sais comment la peur te rend lâche ». Le sponsor a annoncé une révision de ses engagements au regard des valeurs d'inclusion. On m'a demandé si j'étais content. Je voulais seulement que le mensonge cesse d'être un outil. L'agent d'Adrien m'a rappelé « Vous êtes instrumentalisé ». La dignité ne s'instrumentalise pas, ai-je dit. Il a raccroché. Maël a prévenu « Prépare-toi au retour violent ». Le lendemain, un montage me prêtait des phrases que je n'avais jamais écrites avec mon visage à côté. Nous avons publié un démenti factuel et répété notre ligne. Pas de nom, pas de message privé, pas d'appel au harcèlement. J'ai passé la nuit à signaler et à respirer lentement pour ne pas tout effacer. Puis, il y a eu cette réunion à la fac. 2 personnes du juridique, une de la com. Ils m'ont demandé si je voulais un plan de crise. Je ne vends pas une série, je maintiens ma ligne. Ils m'ont conseillé d'archiver, de garder les preuves, d'éviter les noms. Je le faisais déjà. On m'a laissé une porte ouverte. Un matin, texto d'Adrien. Désolé que ça dérape. J'ai tapé, dis-le vraiment, pas en privé. Puis j'ai effacé. Je ne voulais pas quémander une vérité qui n'arrive jamais. À la place, j'ai écrit avec Maël une vidéo sur la différence entre erreur et manipulation et sur la manière de reconnaître qu'on a blessé quelqu'un sans perdre sa dignité. Nous avons ajouté un lien vers des lignes d'écoute. À la publication, une partie des commentaires a changé de ton. De la colère est passée à l'inconfort. Je n'avais pas gagné, j'avais cessé de perdre. Le soir, j'ai marché jusqu'au stade. J'ai trouvé l'endroit de notre première rencontre. Je ne voulais plus y associer la honte. J'ai envoyé à Adrien « Je ne parlerai plus de toi. Je parlerai de ce que j'apprends. Si tu veux faire pareil, fais-le. Sinon, laisse-moi hors de tes stratégies. » Pas de réponse. La nuit était claire et vide. J'ai dormi sans rêve. Les jours suivants ont eu un rythme presque médical. Tourner, monter, publier, fermer, respirer. Chaque capsule suivait la même règle. Un fait, une ressource, une sortie. On ne nourrissait pas les polémiques, on proposait des outils. Je découvrais la force étonnante d'un jeu qui ne cherche pas à convaincre, seulement à décrire. Un éducateur m'a écrit qu'il utiliserait la vidéo pour parler de consentement avec des élèves. Une mère m'a remercié d'expliquer la différence entre secret et honte. Ces messages n'annulèrent pas le bruit, mais ils donnaient une direction. Dans le même temps, quelques comptes tentèrent de relancer la théorie du « fan envahissant ». Nous avons choisi de ne jamais répondre directement, seulement de renvoyer vers un poste qui posait notre cadre. Plus je respectais ce périmètre, plus je sentais ma peur reculer d'un pas. Je ne devenais pas un héros, je devenais lisible, et cela suffisait pour tenir. Regardez bien l'alignement, ce n'est pas moi qui ai lu cette phrase, c'est tout un fil sous un poste que je n'avais pas écrit. Un inconnu démontait les captures sous qui me visait. Horodatages incohérents, polices différentes, reflets impossibles. Le fil a enflé, puis a été repris par un journaliste tech. En quelques heures, l'histoire a changé de couleur. Ce n'était plus un étudiant affabulateur, c'était des montages douteux. Je n'ai pas jubilé, j'ai bu de l'eau et j'ai appelé Maël. On reste calme, a-t-il dit. Le club a annoncé l'ouverture d'une procédure interne afin d'établir les faits. Je n'étais pas cité, mais on m'a proposé d'être entendu. J'ai accepté avec une condition, pas de off, pas de chuchotement. Dans une salle nue, un responsable RH a posé des questions simples. Quand, où, quel message? J'ai répondu sans entrer dans l'intime, sans montrer ce qui n'appartient qu'à moi. On m'a remercié, on m'a rappelé le cadre légal, on m'a conseillé de me protéger. En sortant, j'ai respiré comme après un examen. Rien n'était gagné, mais la ligne tenait. Le lendemain, un sponsor a suspendu sa communication avec l'équipe par prudence.
Les commentaires se sont divisés, ceux qui voyaient une chasse à l'homme, ceux qui saluaient la transparence, ceux qui se découvraient experts en métadonnées. Je n'ai pas ajouté une goutte. Je publiais ma capsule du jour, puis je coupais. Adrien m'a écrit « On peut parler ?» Je lui ai proposé un café en plein jour. Il est venu, capuche enfoncée, mais le visage découvert. Il a dit d'emblée « Je n'ai pas demandé ces montages ». J'ai répondu « Alors dis-le ». Il a fixé la table. Si je parle, on va croire que c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que tu m'as laissé seul quand le feu a pris. Il a murmuré qu'il s'excuserait quand tout serait fini. Je lui ai dit que les excuses retardées se transforment en stratégie. Il a serré les dents, puis a remercié pour le café et est parti. Je n'ai pas cherché à le retenir. J'avais cessé d'être son alibi et je ne voulais pas devenir son juge. Le rapport interne a pris une semaine. Entre-temps, un ancien camarade d'Adrien a confirmé anonymement qu'il connaissait la relation. Il ne m'a pas protégé par amitié. Il s'est protégé lui en parlant de climat. Quand le communiqué du club est tombé, il tenait en 5 lignes. Montages identifiés, rappel des règles éthiques, accompagnement des personnes concernées, engagement à former joueurs et staff, refus du harcèlement. Pas un nom, encore. Suffisant pour que certains s'excusent en message privé. D'autres ont doublé de volume. Je n'ai pas fêté, j'ai rangé mes dossiers comme après un partiel. Maël a proposé une série spéciale. Ce qu'on peut faire quand on se sent pris au piège. Nous avons listé des pas concrets, parler à un ami sûr, tenir un journal des faits, ne pas confier sa sécurité à quelqu'un qui a peur à sa place, demander de l'aide pro si l'angoisse gagne du terrain. Cette série a trouvé son public plus vite que prévu. Un prof de PS a demandé l'autorisation de montrer la capsule à sa classe. J'ai dit oui. Puis est venue la conférence de presse d'après-match. Un journaliste a posé à Adrien une question claire. « Avez-vous connaissance de montage visant un étudiant ?» Il a d'abord esquivé. Un autre a relancé. Alors il a dit « Je condamne ce qui a été fait. Je présente mes excuses à la personne blessée. » Pas de prénom, pas d'aveu intime, mais une phrase qui rompait avec l'ombre. Je l'ai regardé sur mon écran, sans joie ni vengeance. C'était nécessaire, pas héroïque. Le soir, j'ai reçu un message de mon père. « Je ne comprends pas tout, mais je suis fier que tu tiennes debout. » J'ai répondu simplement « Merci ». Adrien m'a écrit plus tard « Je vais suivre une formation éthique imposée par le club. Je ne sais pas comment réparer. » Je lui ai souhaité de devenir vrai avec lui-même, et surtout de laisser les autres tranquilles s'ils ne l'étaient pas encore. Il n'a pas insisté. Les menaces n'ont pas disparu, mais elles ont perdu de leurs dents quand le club a publié une charte contre le cyberharcèlement et promis de modérer ses espaces. On m'a proposé de participer à un atelier. J'ai accepté à la condition de ne pas devenir un symbole. J'y ai parlé de phrases simples qui sauvent des nuits. « Je te crois, tu n'es pas une preuve, tu n'as pas apporté ça pour deux. » En sortant, j'ai croisé un jeune qui m'a glissé « Merci d'avoir parlé sans crier. » Je lui ai répondu que c'était la seule force que je pouvais tenir longtemps. La semaine s'est terminée sur une invitation inattendue. Une émission locale voulait un témoignage. J'ai décliné, puis j'ai proposé mieux, qu'ils invitent quelqu'un d'une asso pour parler d'outils. Ils ont accepté. J'ai suivi l'émission chez moi, en envoyant le lien à Maël. Je crois que c'est ce soir-là que j'ai compris que la victoire, ce n'était pas l'aveu public d'Adrien, ni les likes, ni les chiffres. C'était la possibilité de ne plus me définir par ce qu'on m'avait fait, mais par ce que je faisais avec. Je n'étais pas un secret, je n'étais pas une rumeur, j'étais un étudiant qui apprenait à marcher sans demander la permission. Je ne veux plus gagner contre toi. La phrase m'est venue en rangeant un sac de cours, sans public, sans témoin. Je ne la lui ai pas envoyée. Je me la suis dite pour vérifier que je n'avais pas glissé de la justice au règlement de compte. Adrien allait suivre ses formations, le club recadrait, le bruit retombait sans disparaître. Il me restait à recoller ma vie là où elle s'était fendue, pas à compter les pertes de l'autre. À la fac, j'ai repris mon projet tutoré. Mon binôme m'a demandé si je voulais changer de sujet pour oublier. J'ai répondu non. Oublier n'était pas le but, avancer l'était. Je passais mes soirées au studio avec Maël, non plus pour raconter le feu, mais pour construire après. Nous avons lancé un projet photo sur la fierté tranquille. Des portraits floutés ou de dos, accompagnés de phrases courtes choisies par les personnes elles-mêmes. Pas d'aveux spectaculaires, pas de destins exemplaires, seulement des vies qui se tiennent malgré le vent. Les murs d'une petite salle ont accueilli l'exposition. Je craignais le vacarme. J'ai trouvé des regards. Mon père est venu en fin d'après-midi. Il s'est arrêté devant une photo où l'on voyait 2 mains posées sur une table. Ni plus, ni moins. Il a demandé « C'est toi ?» J'ai dit non, puis j'ai ajouté « Mais ça aurait pu ». Il a acquiescé lentement, comme s'il essayait un mot nouveau. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps. Je n'ai pas à jouer au fils magnanime. Je l'ai laissé chercher ses phrases. Il en a trouvé une autre. Tu peux rentrer tard si c'est pour ça. Je crois que c'était sa manière de dire qu'il acceptait la place que prenait ma vie. De son côté, Adrien a publié un texte bref, sans grandiloquence, où il parlait d'éthique et de responsabilité. On y lisait qu'il avait eu peur, qu'il s'était trompé, qu'il travaillait à réparer. Il n'a pas demandé mon pardon.
Et c'était bien ainsi. Le pardon n'efface pas ce qui est arrivé, il change la suite si chacun fait sa part. Je n'ai pas liké, pas commenté. Je lui ai souhaité, en silence, de ne plus utiliser personne comme pare-feu. Les messages de haine n'ont pas disparu. Mais ils avaient un moins d'écho, parce que j'avais cessé de leur répondre. À la place, je répondais aux questions de ceux qui cherchaient à comprendre. Un lycéen m'a écrit qu'il ne voulait plus être le secret utile de quelqu'un. Je lui ai répondu qu'il n'était pas un outil, qu'il avait le droit de poser des conditions nettes. Une infirmière m'a remercié d'avoir rappelé que la honte ne protège jamais personne. Ces échanges ne changeaient pas le monde, ils changeaient des nuits. C'était assez pour continuer. Maël, lui, ne m'a jamais demandé d'être courageux. Il me rappelait de manger, de marcher, de couper le téléphone. On s'est mis à parler d'autre chose que de vidéos, de ses commandes, de mon mémoire, d'un week-end au lac quand l'été reviendrait. Ce futur simple était un antidote. Un soir, il m'a pris la main, sans précaution, en pleine rue. Je n'ai pas regardé autour, rien ne s'est effondré. Nous n'avons pas donné de titre à ce geste, nous l'avons gardé et c'était suffisant. Le club m'a proposé un petit cachet pour un atelier sur le respect en ligne. J'ai accepté à une condition, que l'on parle d'outils concrets et pas de slogans. J'ai expliqué comment refuser un secret qui écrase, comment demander de l'aide, comment documenter sans s'exposer, comment s'éloigner d'une relation où la peur prend toutes les décisions. Des jeunes ont levé la main posant des questions directes. Je n'avais pas toutes les réponses. J'avais cette phrase devenue règle, « Tu n'es pas une preuve, tu n'as pas apporté la honte de deux ». Je la voyais passer de main en main, on m'a demandé si j'avais tourné la page. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Je sais que je dors, que je travaille, que je ris parfois sans penser à vérifier ma confidentialité. Je sais que je n'attends plus qu'un autre me donne l'autorisation d'exister. Et je sais que la vérité que j'ai choisie n'a ni vainqueur ni vaincu, elle me rend disponible pour le reste. Avant de partir en vacances, j'ai reçu un message d'Adrien, je fais du bénévolat dans une asso. Si tu ne veux pas répondre, je comprends. Je n'ai pas répondu. Je n'avais rien à ajouter, rien à effacer. Ce n'était pas du mépris. C'était l'acceptation que nos routes n'ont plus besoin de se croiser pour que chacun devienne enfin adulte. Sur le mur du studio, Maël a accroché une feuille avec 3 lignes. Ne pas confondre peur et prudence, ne pas confondre secret et intimité, ne pas confondre amour et alibi. Je les ai relus avant de fermer. Le monde restait bruyant et pourtant une place s'ouvrait, assez large pour ma voix. Ce n'était ni triomphe ni revanche. C'était une sortie. Ceux qui m'avaient utilisé avaient rencontré leurs conséquences. Moi, j'avais retrouvé une chose simple et rare, la paix qui permet de commencer. Le week-end suivant, mon père a proposé un dîner pour fêter l'expo. Nous avons parlé travail, horaire, projet. Il n'a pas prononcé le prénom d'Adrien, je ne l'ai pas prononcé non plus. À la place, il a demandé si Maël venait au lac. J'ai répondu oui. Il a hoché la tête et a glissé une vieille glacière dans mon sac. J'ai compris à ce geste qu'il avait choisi son camp. Pas celui d'un scandale, mais celui de ma vie qui continue.